Il a 48 ans, il a fait des études de lettres, d'histoire et de géographie à la Sorbonne. Il est titulaire d'un DEA d'analyse théorique et épistémologique en géographie qu'il a obtenu en travaillant sur André Breton. Il a enseigné et après 6 ans passés au sein des collectivités locales, il intègre le secteur privé en 2007 chez Dexia Crédit Local, où il était chargé d'écrire les discours du directeur général. En septembre 2011, il rejoint Bouygues Télécom. Il est aujourd'hui directeur des affaires publiques, de la communication, de la RSE et du mécénat. Il est également président de la fondation d'entreprise. Il a repensé la mission de la fondation, désormais centrée sur le soutien au monde associatif. Il a lancé Incubasso, le premier incubateur entièrement dédié aux jeunes associations. Il a également lancé plusieurs initiatives pour renforcer l'inclusion numérique des plus fragiles. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient un dirigeant vraiment engagé, Anthony Colombani. Bonjour. Bonjour Claire. Alors la première question que j'ai envie de te poser et que j'aime bien poser à mes invités est de quand date ton engagement ? Est-ce que ton caractère engagé fait partie de ton ADN ou est-il apparu en prenant la direction de la RSE et du mécénat de Bouygues Télécom ? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi ou qui est venu avec le temps, ce qui ne serait pas forcément négatif puisqu'on change tous avec le temps ? Non, ça vient de très loin. Je crois que ça vient de parents, de grands-parents et d'arrière-grands-parents qui étaient engagés au service de l'intérêt général comme militaires, fonctionnaires, professeurs ou personnes engagées dans des associations. Donc je crois que j'ai toujours respiré l'air de l'engagement et de l'engagement au service de l'intérêt général. Et d'ailleurs, dans mes choix de carrière, j'ai toujours fait en sorte de le favoriser, soit dans le secteur public, soit dans le privé, dans la banque, mais c'était une banque qui finançait le secteur public, ou chez Bouygues Télécom, où finalement, comme beaucoup d'opérateurs, nous remplissons quasiment des missions de service public en permettant aux gens de communiquer. Donc oui, c'est aussi vieux que ça. Absolument. Et donc aujourd'hui, c'est le numérique, ton sujet de prédilection chez Bouygues Télécom. La conciliation entre numérique et environnement, c'est un sujet qui ne date pas d'hier. Une loi est passée d'ailleurs l'année dernière sur l'empreinte carbone du numérique. Que fait Bouygues Télécom très concrètement pour réduire son empreinte carbone ? Est-ce que tu peux nous donner 2 ou 3 mesures très concrètes qui pourraient inspirer les autres entreprises qui nous écoutent aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, paradoxalement, la première chose que nous faisons, c'est de mesurer notre empreinte environnementale et de mesurer notre empreinte carbone. C'est un travail qui n'est pas si évident parce qu'un opérateur de 10 000 personnes et de plusieurs millions de clients, c'est pas évident de faire le périmètre de ses activités, de mesurer ses émissions. Ensuite, nous prenons les émissions de carbone les unes après les autres et nous cherchons à les diminuer. Pour citer des choses très concrètes, parmi nos postes d'émission les plus importants, il y a par exemple la construction des antennes. Aujourd'hui, on a des usages mobiles qui augmentent beaucoup, donc il faut construire des antennes pour accompagner l'usage de nos clients. Eh bien, on cherche à les construire de la manière la plus neutre possible en carbone. Et puis, on travaille beaucoup également sur les terminaux. Il faut savoir que les terminaux au sens très large, pas que les mobiles, mais l'ensemble des terminaux numériques, on dit que c'est 80% de l'empreinte environnementale du numérique. Donc c'est en travaillant sur les terminaux, en les réparant, en prolongeant leur durée de vie, en les reprenant, les recyclant, les reconditionnant, qu'on a un impact vraiment significatif sur notre empreinte environnementale. Et alors, on sait qu'il y a un gros sujet dans la téléphonie autour de la reprise des mobiles, qui sont beaucoup trop nombreux à dormir dans les tiroirs des Français. Les Français ne rapportent pas leurs mobiles dans les boutiques. Qu'est-ce que vous faites chez Bouygues Télécom pour encourager les Français à rapporter leurs mobiles ? Parce que c'est bien ça, finalement, le levier pour augmenter le nombre de mobiles reconditionnés. On sait que c'est la clé, et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Oui, la reprise des mobiles, c'est un vrai sujet. Alors, on peut les reprendre pour les recycler, c'est-à-dire les détruire, reprendre leur matière première. Et là, on pèse moins sur les ressources naturelles. Et on peut surtout, et c'est encore mieux, les reprendre pour les reconditionner, c'est-à-dire les remettre en circulation et permettre à quelqu'un d'acheter un mobile reconditionné moins cher. Donc, c'est plutôt une bonne affaire, et évidemment, dont la construction ne pèse pas sur la planète. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet de difficulté, peut-être parce qu'un téléphone, on ne perçoit pas tout de suite qu'il a une empreinte environnementale importante. Un téléphone, on peut en mettre 5, 6 dans un tiroir. Une voiture qui dort dans un garage, on la voit, elle est là et on la rend plus facilement. Un téléphone, c'est plus difficile. Alors, ce que nous faisons, tout simplement, c'est des opérations commerciales, c'est-à-dire qu'on incite nos clients à revenir avec des primes pour chaque téléphone rapporté. Il y a une somme d'argent qui vient abonder, par exemple, l'achat d'un téléphone neuf. Ça, on le fait beaucoup. On fait aussi beaucoup de sensibilisation. On a mis des urnes dans toutes nos boutiques. Dans chacune des boutiques des 500 points de vente de Bouygues Télécom, il y a 1 ou 2 urnes, donc les clients les voient et peuvent les ramener. Et puis surtout, on fait beaucoup de pédagogie. Un des freins au fait que les personnes ne ramènent pas leur mobile, c'est l'inquiétude sur les données personnelles, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Du coup, vous arrivez à garantir
Bien sûr, l'effacement des données? on discute avec nos clients, on leur explique. Alors, quand les téléphones sont détruits pour être recyclés, a priori, le problème ne se pose pas, mais on les rassure beaucoup sur le fait que leurs données sont bien effacées. On les aide aussi parfois à passer leurs données, les photos d'un téléphone à l'autre. C'est pas un objet comme un autre, un smartphone. C'est un objet qu'on a toujours sur soi, avec lequel on a généralement un lien affectif assez fort. Et je sais que beaucoup de gens ne le ramènent pas parce que, par exemple, il y a les photos de leurs enfants. Donc, on aide à transférer ces photos. Et il y a, dans le dialogue avec nos clients, généralement à l'occasion de la souscription d'une nouvelle ligne, on arrive quand même à augmenter le taux de recyclage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous voyez une progression quand même, je ne sais pas, depuis 1 an ou 2 ans, sur le fait que les Français rapportent leur mobile en boutique? Oui, il y a plusieurs choses qui ont évolué au niveau du mobile. D'abord, la durée de vie des mobiles s'est allongée. Les gens les gardent un petit peu plus longtemps, alors peut-être parce qu'il y a moins d'innovation et des prix qui ont beaucoup augmenté. Le mouvement du recyclage est bien engagé aussi. On a des jeunes notamment, mais aussi des âges un peu plus élevés qui ramènent leur mobile. On sent une prise de conscience autour de ça. On travaille nous beaucoup également sur la réparation des mobiles. Une des raisons pour lesquelles nos clients changent leur portable, c'est quand l'écran est cassé, qu'on annonce par exemple une durée de plusieurs jours ou semaines pour réparer un écran. Et ça, c'était un vrai frein parce que souvent les clients avaient tendance à changer plutôt qu'à le faire réparer. On a développé la réparation express. On garantit des délais de réparation très courts et ça, c'est aussi extrêmement bon et pour les clients et pour le pouvoir d'achat et pour la planète. Et c'est en boutique, ça, la C'est en réparation boutique, express? absolument. On le fait avec un partenaire, mais c'est initié en boutique. D'accord. Très bien. Et pour continuer sur ce sujet environnemental, avant de passer aux autres, donc depuis cet été, il n'a jamais été autant question d'environnement. La sobriété énergétique est le sujet de la rentrée. Quel est le plan d'action chez Bouygues Télécom? Je sais que vous avez annoncé des mesures le 5 octobre. Quel est votre plan d'action pour faire face à cette problématique, alors que ce soit concernant, par exemple, l'alimentation des sites en énergie renouvelable, les box ou d'autres exemples? Oui, alors ce sujet de la sobriété énergétique, c'est-à-dire plutôt de la sobriété électrique en réalité, est venu se surajouter au sujet de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. On parle toujours de sobriété, mais on ne parle pas exactement de la même chose, puisque en termes de sobriété, l'avantage, ce qu'on cherche à faire là, c'est de faire baisser notre consommation électrique. Et il faut savoir qu'en France, l'électricité, elle est très très largement décarbonée à 75%, donc ça n'est pas un gros poste d'émissions de gaz à effet de serre. En revanche, ça s'inscrit dans la même logique de faire plus sobre, plus simple, plus compact. Alors on a annoncé effectivement que nous allions baisser, comme beaucoup d'entreprises françaises, mais on est fiers de l'avoir fait parmi les premières, notre consommation électrique de 10%. On va le faire de manière assez générique, en jouant sur le chauffage, l'éclairage, les enseignes lumineuses, en baissant le chauffage d'1 degré, même si ce n'est pas un sujet si facile à mettre en place, parce que 19 degrés, quand on est statique devant son poste, ce n'est pas une température forcément très confortable. Donc il y a beaucoup de dialogue social, beaucoup d'explications. On le fait également en diffusant l'outil EcoWatt auprès de nos clients et de nos collaborateurs. Donc en cas de pic de consommation électrique ou de tension sur l'approvisionnement, on encouragera nos clients et nos collaborateurs à être encore plus économes. Et on le fait en diffusant des bons conseils, par exemple de ne pas recharger ses appareils électriques au moment des pics, de privilégier plutôt la nuit pour le faire. Donc on s'inscrit vraiment dans une logique de sobriété en espérant baisser de 10%. On module également, on travaille en tout cas sur la modulation de la puissance électrique du réseau, en essayant de trouver le meilleur compromis entre qualité de service, ça reste notre priorité pour nos clients, et puis sobriété environnementale. Merci pour toutes ces informations. La RSE, on a un peu tendance à l'oublier en ce moment, parce que le thème de l'environnement écrase tout, est omniprésent, mais c'est aussi le social et le sociétal. Est-ce que vous avez un grand combat chez Bouygues Télécom, et si oui, comment est-ce que vous l'avez choisi? Comment vous le menez? Alors, notre combat sous l'angle sociétal, du coup, social ou sociétal, c'est le soutien à ceux qui s'engagent. Nous sommes une entreprise profondément humaine où le lien social, le lien humain est très important. En effet, pour être ensemble, c'est notre baseline. Et il nous a semblé qu'il n'y avait pas de meilleur moyen d'être ensemble qu'au sein d'une association. Et que s'engager au sein d'une association, et au fond, quel que soit le but ou l'objet social de cette association, qu'il s'agisse d'environnement, de soutien aux plus fragiles, aux plus pauvres, etc., c'était important. Et donc le combat de la fondation d'entreprise Bouygues Télécom, et plus généralement celui de l'entreprise Bouygues Télécom, c'est le soutien à ceux qui s'engagent et le soutien au monde associatif que nous faisons de plusieurs manières. Et à ceux qui s'engagent donc sur n'importe quelle thématique? Absolument, nous sommes agnostiques de la thématique. Dès lors qu'on s'engage, c'est-à-dire que soit on fait appel à des bénévoles, soit on fait de la communication autour d'une cause, on est éligible à une action de soutien de la fondation d'entreprise.
D'accord. Et du coup, pour faire le lien avec ça, hein, pour rester sur ce thème des associations, peux-tu nous en dire plus au sujet du programme Incubasso, qui je crois te tient particulièrement à cœur? Oui, un Incubasso, c'est un incubateur associatif. C'est une structure qui aide des petites associations à grandir. C'est parti d'un constat très simple. Pour être éligible à des appels à projets de grandes entreprises, il faut généralement avoir au moins 3 ans, parfois un ou deux bénévoles. Et donc moi, ça m'a amené à refuser, lors d'appels à projets, des projets d'associations extrêmement intéressantes, mais trop jeunes. On s'est dit qu'on allait renverser complètement la perspective et qu'on allait s'intéresser à des toutes petites associations, celles qui sont parfois au stade simplement de l'idée. Et donc, nous leur offrons un soutien financier, bien entendu, qui est dégressif. On ne veut pas les soutenir ad vitam aeternam, mais pendant 3 ans, on va les soutenir de manière dégressive. On leur offre un ensemble de services, d'outils qui sont très utilisés, des CRM, des lignes fixes, des lignes mobiles, des outils informatiques pour dialoguer avec leurs bénévoles. Et on leur apporte surtout énormément de formation, notamment comment pitcher, comment rencontrer un financeur, comment mesurer son impact social également. C'est très important, on y tient beaucoup et on conditionne d'ailleurs notre soutien à la formalisation d'un travail sur l'impact. Et tout ça, ça se passe chez Bouygues Télécom, au sein Alors, de votre Incubasso n'est pas un siège. lieu à proprement parler, puisqu'en fait, ces associations sont pour la plupart provinciales. On pensait à l'origine qu'elles nous réclameraient d'abord un lieu pour travailler, dans une logique d'incubateur. Mm. En fait, elles n'en ont pas tellement besoin. On met à leur disposition des locaux, mais c'est surtout quand elles doivent recevoir des financeurs ou organiser des événements. Mais s'agissant de toutes petites associations, la plupart des fondateurs de ces associations travaillent en réalité de chez eux. D'accord, d'accord, c'est très clair. Peut-être un petit mot sur l'inclusion numérique, alors qui semble le combat naturel, hein, d'un opérateur télécom, évidemment, et parce que aussi c'est un sujet qui est apparu au grand jour pendant le confinement. On sait que près d'un Français sur 10 n'a pas accès à Internet, faute d'équipement. Bouygues Télécom a lancé le don de giga. Il me semble que c'est la deuxième année que vous faites cette opération, hein, tu me le confirmeras. En quoi ça consiste le don de giga? Comment ça fonctionne très concrètement? Et l'auditeur qui nous écoute et qui veut faire un don de giga, comment il fait? Alors le don de Giga, c'est une grande opération de sensibilisation à l'inclusion numérique auprès de nos clients. On a la chance d'avoir des collaborateurs très engagés. On a à peu près un quart de nos collaborateurs qui s'engagent au moins une fois par an dans une action de la Fondation. Mais on a évidemment un trésor, ce sont nos clients, nos dizaines de millions de clients, et on souhaitait également les faire participer à cette opération. Alors le don de Giga, c'est très simple. Dans l'espace client de nos clients, apparaît la possibilité de donner symboliquement 1 giga à une association. Cette année, elles sont 4. Elles travaillent toutes sur l'inclusion numérique de personnes fragiles, personnes en situation de handicap, de personnes âgées, par exemple, dans le cadre des petits frères des pauvres, et elles peuvent donner symboliquement ce giga. Et donc, on agit de 2 manières. La première, c'est qu'on fait la promotion de ces causes auprès de nos clients, et ça va peut-être les inciter ensuite à se rapprocher de ces associations et de devenir des donateurs plus réguliers, voire d'y travailler comme bénévoles. Et puis ensuite, ces dons, nous les transformons. Ces dons qui sont symboliques, hein, on ne prend pas de giga à nos clients, hein. Ouais. C'est simplement une forme d'engagement symbolique. Nous les transformons en forfait et en smartphones solidaires qui sont distribués à ces associations qui ensuite vont vers les bénéficiaires directement. Et est-ce que ça marche bien? Vous avez des chiffres, vous avez un bilan de Oui, ça marche très bien. Alors, cette on est opération? en cours de collecte. On est à plusieurs dizaines de milliers de clients qui ont fait ce travail. Alors, ça va durer encore quelques temps. On a également la plupart de nos collaborateurs qui ont donné. Et c'est une opération qui fonctionne très bien et qui permet justement à nos clients de prendre conscience de ce que tu évoquais, c'est-à-dire le fait qu'une partie de nos concitoyens sont privés ou éloignés du numérique pour des raisons qui peuvent d'ailleurs être très très diverses. Donc ça marche aussi bien en interne qu'en externe, hein, finalement collaborateurs et clients. Oui, C'est vraiment une opération bien sûr. à L'engagement de nos 360. collaborateurs, ça a toujours été une priorité. Donc il y a peu d'opérations qui n'engagent pas aussi nos collaborateurs. Mais c'est vrai que la nouveauté avec le don de Giga, c'est cette volonté d'aller au-delà de nos collaborateurs et d'aller chercher nos clients et tout à fait. de les embarquer dans ce mouvement de solidarité qu'on essaie de mettre en œuvre. Et alors donc tu parlais de Petits Frères des Pauvres, je pense du coup au partenariat entre une grande entreprise comme Bouygues Télécom et les associations. Je sais que vous avez aussi un partenariat avec Break Poverty. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne, ces partenariats associations, entreprises? Comment est-ce que vous travaillez avec les assos? Quel est le rôle de chacun finalement?
Alors on est très exigeant avec nos partenaires qui ne nous le rendent bien et c'est très bien comme ça. On a beaucoup de partenaires très anciens, c'est une de nos caractéristiques aussi. La Surfrider Foundation par exemple, où les Petits Princes sont partenaires de la fondation depuis 15 ans, c'est-à-dire aussi vieux que la fondation. Ouais, Ce qui moi m'importe, c'est de bien comprendre ce dont les associations ont besoin. Moi, je ne m'estime absolument pas légitime pour savoir si je dois donner du temps, de l'argent, du mécénat de compétences. Donc, on travaille beaucoup avec elles en amont pour bien comprendre ce dont elles ont besoin. Certaines associations vont avoir besoin de soutien financier. C'est le cas de nos grands partenaires, mais elles ont souvent besoin de mécénat de compétences, qu'on les aide, qu'on les fasse bénéficier de notre réseau, qu'on les mette en relation avec des collaborateurs de l'entreprise. Donc, on fait ce long travail de compréhension des besoins et ensuite, on intervient. On a l'habitude à la Fondation de ne jamais intervenir directement. En matière d'inclusion numérique, par exemple, ce n'est jamais la Fondation, sauf exception comme l'Ukraine, par exemple, mais l'urgence le justifiait. On ne fait jamais de dons directs. On passe toujours par un réseau d'associations parce qu'on estime qu'elles sont plus légitimes à comprendre les besoins des bénéficiaires. Nous, on intervient toujours en second degré. Donc ça, c'est très important que chacun reste bien à sa place. La solidarité effective, elle est mise en œuvre par les associations et nous, on vient soutenir les associations et c'est bien comme ça qu'on pense notre rôle. Et est-ce que pendant le confinement, vous avez justement mené des actions avec des associations en faveur de l'inclusion numérique, puisque c'était quand même une période critique où je pense notamment aux étudiants qui n'avaient pas tous les moyens de suivre leurs cours en ligne, aux étudiants, aux élèves. Je pense aussi au foyer d'aide sociale à l'enfance, où il y avait un vrai besoin en termes de réseau et où tous les enfants des foyers de l'ASE n'arrivaient pas à suivre leurs cours en ligne. Est-ce que vous avez mené des actions à ce moment-là qui était également un moment critique ? Oui, c'est d'ailleurs une belle histoire parce que c'est comme ça qu'on a rencontré Break Poverty, qui pour le coup est un partenaire plutôt récent, mais nous l'avons rencontré à cette occasion. Break Poverty est venu nous voir pour nous demander des lignes sociales, essentiellement des 4G box qui permettent d'apporter de l'internet très vite sans avoir à tirer un câble. Et c'était destiné aux enfants hébergés, alors pas à l'ASE à l'époque, mais c'était plutôt dans les hôtels sociaux ou dans les centres d'hébergement d'urgence où des enfants se retrouvaient doublement pénalisés, d'abord dans ces structures qui ne sont pas particulièrement épanouissantes, mais ensuite ils s'étaient surtout coupés de l'école, parce que l'école était entièrement numérique à l'époque, numérisée à distance, en distanciel comme on disait, et ils n'avaient pas... Donc on a commencé à travailler avec Break Poverty, mais de manière très artisanale, simplement en ouvrant des lignes en 4G box et en les installant. Et puis à la fin du confinement, quand les choses sont revenues à la normale, on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter là et on a co-construit avec Break Poverty un programme qui s'appelle Réussite Connectée et qui s'adresse maintenant spécifiquement aux enfants de l'aide sociale à l'enfance. Donc on amène toujours de la connectivité sous forme de 4G box dans les foyers ou sous forme de galets 4G pour les bénéficiaires qui sont âgés, bien sûr, on ne prend pas les enfants les plus jeunes. On leur apporte également un ordinateur recyclé. On a 10 000 collaborateurs et donc il y a plusieurs centaines de PC qui sortent chaque année de nos stocks et qu'on remet à niveau et qu'ensuite on donne à ces personnes. Et puis on a également la chance de travailler grâce à Break Poverty avec des réseaux de parrains pour aider ces jeunes à avoir un parrain numérique, quelqu'un qui les aide dans leur premier pas numérique. Et puis c'est très utile également pour l'insertion professionnelle. C'est de la formation du coup. Exactement. Donc on a transformé ce programme d'urgence qui était vraiment un programme qui répondait à l'urgence du moment en un programme plus pérenne dont je suis particulièrement fier. Un partenariat de long terme. Parce que à l'ASE, comme tu le disais, c'est là que se concentrent quand même beaucoup les problèmes. Et oui, les inégalités ressortent. Et on est très content de leur apporter ce petit coup de pouce en espérant que ça favorisera leur insertion future. Alors, je voudrais qu'on passe à un sujet qui est un petit peu différent, mais qui est quand même pleinement RSE, qui est le bien-être des salariés, qui est l'égalité homme-femme, un petit peu toute la politique sociale de l'entreprise. On sait d'ailleurs que cette politique RSE est en train de devenir indispensable pour fidéliser et attirer les talents. Est-ce que toi, c'est un phénomène que tu constates au quotidien chez Bouygues Télécom et qu'est-ce que vous faites dans le groupe pour garder les talents et pour attirer la jeune génération? Parce qu'on sait bien que la jeune génération, aujourd'hui, elle préfère être payée un peu moins et travailler pour une entreprise qui défend des valeurs, qui défend des causes et pour qui le sens est primordial. Oui, c'est sûr que attirer les talents et les garder surtout, parce que c'est presque plus difficile de les garder que de les attirer, c'est vraiment devenu un impératif stratégique pour l'ensemble des entreprises, y compris dans le numérique, qui est un secteur attractif, mais où la concurrence est très très forte entre les acteurs. Et effectivement, moi je vois bien quand je recrute ou quand j'interroge des candidats que cette volonté de travailler dans une entreprise à valeur est quelque chose d'extrêmement important. Alors, on a quand même quelques atouts à faire valoir chez Bouygues Télécom. Nous sommes intégrés à un grand groupe industriel, le groupe Bouygues, qui est un groupe ancien, qui est un groupe français,
qui paye ses impôts en France. Ça peut paraître anecdotique, mais pour certains collaborateurs, c'est important de savoir que c'est bien comme ça qu'on travaille, et qui, de par sa tradition industrielle sur les chantiers, apporte une attention toute particulière aux questions de santé au travail, de prévention des accidents, d'intégration des personnes en situation de handicap, et plus récemment, c'est vrai, de parité. On a aujourd'hui un comité de direction générale qui n'est pas tout à fait paritaire, mais qui ne doit pas être très loin de l'être. Je crois qu'on est à 45% de femmes, et on doit encore progresser sur d'autres strates. Cette question de la parité est absolument centrale. Elle n'est pas centrale par rapport à la problématique homme-femme, elle est centrale par rapport au fait qu'une entreprise doit être à l'image de la société. Et donc plus on se rapproche de la société, plus on sera efficace. Et je suis assez fier de ce qui est fait dans ce domaine-là. Alors justement, pour rester sur ce sujet des femmes, on sait que c'est un sujet dont on parle beaucoup, et qu'il y a une loi qui est passée en décembre 2021 imposant un quota de 40% de femmes dans les COMEX des entreprises de plus de 1000 salariés d'ici 2027. Alors 2027, c'est encore bien loin, mais j'allais vous demander effectivement combien il y a de femmes au COMEX, si tu as cette information. Et j'avais aussi envie de savoir si chez Bouygues Télécom, vous avez un programme qui est destiné à promouvoir les femmes, à leur donner confiance et à faire en sorte qu'elles grimpent dans la hiérarchie. Est-ce que c'est quelque chose qui existe chez vous ? Alors les chiffres, je les ai plus en tête. Le chiffre du CODG, du comité de direction générale, qui est un peu différent du COMEX, mais qui remplit le même rôle, on doit être déjà très proche des 40% si on ne les a pas déjà dépassés. Et pour le reste, ça progresse. C'est quelque chose qui est regardé avec beaucoup d'intérêt. C'est un des KPI, par exemple, qu'on suit au comité de direction. On suit le turnover, les recrutements, les arrêts maladie, etc. Mais on suit le taux de féminisation des instances. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel l'entreprise est engagée. On le doit beaucoup à Olivier Roussat, ancien directeur général de Bouygues Télécom, qui est maintenant devenu directeur général du groupe Bouygues. Donc c'est quelque chose qu'on suit. On le fait un petit peu en recrutant des femmes à l'extérieur. C'est vrai que ça a été aussi une tentation pour beaucoup, mais surtout en faisant progresser les femmes à l'intérieur de l'entreprise, en les formant, en ayant pour elles des plans de formation dédiés ou spécifiques. Ouais. On a également un réseau féminin qui fonctionne bien, avec une entraide assez forte et qui aide les jeunes femmes à... Un réseau qui est formalisé. Qui est formalisé, ouais. Exactement, au sein de l'entreprise. Et on porte une attention particulière au recrutement de jeunes femmes. C'est pas toujours facile dans la technique, parce que c'est des secteurs où parfois, pour obtenir des 40% de recrutement, il faudrait qu'on recrute toute la promotion d'une école d'ingénieurs, parce qu'elles sont parfois pas très nombreuses. Mais voilà, on a toutes ces actions-là, et notre objectif, c'est bien de respecter ce quota. Alors, c'est toujours horrible de dire quota, parce qu'un quota, c'est la pire des choses, mais... Oui, après, parfois, c'est la seule manière. Pas par là, on n'avance pas. Philosophiquement, la discrimination positive m'a jamais plu, mais je dois bien constater que c'est quand même la seule manière d'y arriver. Oui, je pense qu'effectivement, sinon, ça ne bouge pas. Et donc, du coup, au sein de ce programme, pour les femmes, c'est de la formation. C'est quoi ? C'est des temps d'échange ? C'est en quoi ça consiste exactement pour les faire progresser, pour les faire émerger ? Beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions autour des rôles modèles, beaucoup de partage entre plusieurs niveaux hiérarchiques, beaucoup d'expressions de besoins aussi. Moi, je ne suis pas un spécialiste des RH, mais un des sujets qui me préoccupe beaucoup pour mes collaboratrices, par exemple, c'est tout ce qui est autour du retour de congé maternité. On sait que les carrières se brisent parfois au moment de la maternité, au moment de la naissance des premiers enfants. C'est là qu'on voit les décalages s'opérer entre le salaire et même entre le niveau de responsabilité. Et je sais que l'entreprise chez nous est très très attentive à ce que justement on essaye que ce gap ne commence pas à se créer à la naissance du premier enfant, avec un suivi particulier. Mais c'est une action au quotidien. S'il y avait une recette magique, ça se saurait. C'est vraiment un travail au quotidien pour identifier ces petits moments où les carrières se mettent à diverger. Oui. Mais on sait par exemple qu'il y a des entreprises qui mettent en place une enveloppe dédiée au rattrapage des écarts de salaire entre les hommes et les femmes au même poste. Absolument, mais c'est tout à fait nécessaire. C'est intolérable qu'il y ait encore, je crois, 20 à 25% d'écart de salaire entre hommes et femmes à responsabilité équivalente. Et c'est vraiment un combat. C'est un combat de société, c'est pas un combat qui est relatif au féminisme, c'est simplement un combat de société. Exactement, on confond souvent les deux d'ailleurs. Et du coup, un sujet qui est connexe, c'est le bien-être des salariés. On en parle de plus en plus depuis le Covid. Disons qu'en tout cas, c'est une thématique qui a été mise sur le devant de la scène. Est-ce que tu as une ou deux mesures qui seraient mises en œuvre pour le bien-être des salariés au sein de Bouygues ? Alors, je pense, le télétravail, c'est très basique, mais il y a des entreprises qui mettent en avant le sport,
la possibilité de s'engager. Enfin, il y a différentes mesures. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples de ce qui est mis en place chez Bouygues Télécom? Oui, il y a quelques exemples qui nous tiennent à cœur. Alors, le télétravail, comme tu le dis, hein, on est effectivement passé de Oui, un jour de télétravail pour quelques collaborateurs à 2 jours de télétravail pour 80 ou 90% des collaborateurs. Ouais. Ça a contribué à diminuer le temps de trajet et vraiment, ça a été très apprécié par nos collaborateurs. La possibilité de s'engager dans une association aussi, c'est quelque chose d'important. Le fait de pouvoir avoir toujours, grâce à la fondation, une action à faire, à mener, une journée solidaire, un peu de mécénat de compétences, ça on sait que c'est très important pour une partie de nos collaborateurs. Et puis il y a toute une réflexion que nous avons menée, mais postérieurement au Covid, sur la convivialité des locaux. Alors ça a l'air très basique, très simple. Mais là, il y a un vrai effet de génération. Je me rappelle de mon ancien directeur général qui est venu me voir un jour dans mon bureau. Il me dit, écoute, j'ai un problème. J'ai rencontré des jeunes collaborateurs. Je leur demande ce dont ils ont besoin. Ils me disent des rooftops. Il me dit, tu dois savoir ce que c'est qu'un rooftop, toi. Alors je dis, écoute, un rooftop, c'est un lieu un peu festif où les gens boivent un verre, discutent de manière un peu informelle. Et bien, moi, je ne savais pas du tout que c'était une revendication des collaborateurs. Ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nos jeunes collaborateurs, ils veulent des rooftops. C'est le besoin d'être ensemble. C'est le besoin d'être ensemble, de discuter, d'échanger de manière plus informelle, de casser un peu les silos. Et nous avons décidé de réaménager une grande partie de nos espaces en format un peu rooftop pour permettre en tout cas des échanges un peu plus conviviaux, un peu plus simples. Et c'est également très apprécié de nos collaborateurs. Et ça, c'est important de voir que c'était considéré peut-être comme un gadget il y a 2-3 ans avant le Covid, et qu'aujourd'hui c'est devenu assez central. Et je ne parle pas d'espaces qui seraient caricaturaux comme dans certaines startups où il y avait du gazon artificiel et des trottinettes, mais vraiment des espaces où les gens peuvent simplement s'asseoir, discuter, échanger, éventuellement même faire une réunion en plein air quand le temps le permet. C'est pas grand-chose, c'est surtout de l'aménagement, mais c'est vraiment très très apprécié. Et alors, donc, tu parlais du mécénat de compétences, justement. Je voulais qu'on se dise un mot de l'engagement des salariés. Je trouve que réussir à engager les salariés dans la politique RSE du groupe, c'est une condition sine qua non de sa réussite. L'implication des salariés, c'est le socle de la politique RSE. Très concrètement, comment fait le groupe pour embarquer les salariés dans sa politique RSE? Est-ce que vous avez justement un accord sur le mécénat de compétences? Est-ce que vous avez du mentorat? Est-ce que vous avez une plateforme d'engagement? On sait qu'il existe de nombreux dispositifs RH, mais pas que RH. Je parlais de la plateforme d'engagement type Vendredi. Est-ce que vous avez des choses comme ça en place pour que les salariés qui en ont envie puissent s'engager? Alors d'abord, on a beaucoup de chance parce qu'on a des collaborateurs qui s'engagent beaucoup, et c'est lié à l'histoire de la fondation qui a été créée sous forme d'une association loi 1901 de collaborateurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à l'initiative de la création de la fondation, il n'y a pas le dirigeant de l'entreprise, il y a des collaborateurs qui se sont regroupés il y a une vingtaine d'années, au moment de la naissance de Bouygues Télécom, pour agir ensemble et mettre à disposition à l'époque des téléphones, des forfaits à des gens qui en avaient besoin. Donc on a dans notre ADN cet engagement des collaborateurs. Ensuite, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut renouveler, mettre en avant régulièrement. Et on travaille par l'ensemble de ce que tu évoques, c'est-à-dire on propose à nos collaborateurs d'abord des journées de solidarité. Chacun de nos collaborateurs dispose de 2 journées sur son temps de travail pour s'engager dans une association, l'association de son choix. 2 journées par an. 2 journées par an, voilà, payées à s'engager, qu'ils peuvent choisir. Et pour faciliter cet engagement, c'est pas toujours facile de s'engager, ça on le repère. Nous organisons des journées de solidarité où on sélectionne un certain nombre d'associations qui sont prêtes à accueillir les bénévoles de Bouygues Télécom. Ensuite, pour d'autres collaborateurs, il y a d'autres programmes. Tu parlais tout à l'heure d'Incubasso. Chaque association au sein d'Incubasso a un parrain. Ces parrains sont des collaborateurs de l'entreprise qui, eux, ont jusqu'à 10 jours par an payés par l'entreprise pour soutenir ces associations. Oui. Le mentorat est également très développé chez nous. Il y a des programmes de mentorat féminin, il y a des programmes de mentorat des jeunes collaborateurs, il y a des mentorats intermétiers. Le groupe Bouygues est très diversifié. Donc on met à la disposition des collaborateurs vraiment les moyens de s'engager régulièrement. Puis on les sollicite sans arrêt. Ce sont nos collaborateurs, par exemple, qui votent pour choisir nos partenaires. À la fondation de l'entreprise Bouygues Télécom, aucun partenaire n'est choisi par le conseil d'administration ou même le président de la fondation. C'est toujours un choix des collaborateurs. Qui votent par l'intranet. Qui votent par l'intranet à l'occasion de votes formalisés ou qui participent à des jurys de manière plus informelle. Donc il y a toujours une manière de s'engager au sein de la fondation. Et ça, on pense que ça contribue à maintenir l'intérêt pour la fondation et l'engagement. Oui, c'est essentiel. Et donc, tout collaborateur qui veut s'engager, finalement, peut le faire. Absolument, il peut le faire.
de manière très légère, il peut aller faire une collecte de biens de première nécessité. Parfois, c'est juste, voilà. Une heure. Exactement. Ou passer 10 jours sur une année, 10 jours c'est beaucoup, à aller soutenir une association. Puis la plupart du temps, ils nous demandent 10 jours et puis on sait qu'en fait, ils travaillent beaucoup plus que ça. Ouais. Donc c'est faire à la fois du à la carte et en même temps de donner l'occasion de s'engager. J'avais été très frappé il y a quelques années par une enquête qu'on avait menée en partenariat avec un institut qui s'appelle l'Obsoco, qui disait que la plupart des Français voulaient s'engager, c'est vrai pour nos collaborateurs, mais qu'une grande partie, je crois que c'était plus de la moitié, ne savait pas comment faire. Oui. Et donc on a vraiment besoin de mettre à leur disposition des formes d'engagement. Il faut qu'il y ait des dispositifs à leur disposition, absolument. Et est-ce que tu penses que c'est imaginable, on sait que certaines entreprises commencent à le faire, que l'engagement des salariés ou des managers ou des dirigeants soit pris en compte dans leur rémunération? Alors ça peut être dans leur part variable, en tous les cas que ce soit un élément qui soit pris en compte financièrement. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Enfin, moi, si un jour je devais diriger une entreprise, c'est probablement quelque chose que je ferais. Je comprends aussi que c'est sans doute compliqué à mettre en œuvre à l'échelle de grands groupes comme le mien. Néanmoins, il y a de multiples avantages à l'engagement. Les collaborateurs qui s'engagent, ce sont des collaborateurs qui sont généralement plus agiles, avec un sentiment de fierté d'appartenance plus fort, etc. Donc pourquoi pas ne pas aller jusqu'à le rémunérer ou l'intégrer à l'évaluation? Ce serait une très bonne idée. Oui, on sait qu'il y a des groupes, je pense à Alliance, où c'est en place, effectivement. Alors, pour finir avec cette première séquence, quelles sont, selon toi, les clés d'une politique RSE réussie? Est-ce que c'est la volonté? Est-ce que ce sont les moyens financiers? Est-ce que c'est avoir des idées, même si on a peu de moyens? Est-ce que c'est choisir les bons partenaires? Alors, tu vas peut-être me dire que c'est un peu tout ça, mais si tu devais me donner une clé, quelle serait-elle? Pour moi, la clé, c'est l'authenticité. Il faut qu'il y ait une totale adéquation entre la volonté et les actions. Et c'est vrai dans le climat comme dans le social. Nous, nos engagements de baisse des émissions de gaz à effet de serre, elles sont vraiment prises au plus haut niveau de l'entreprise. Elles ne sont pas cosmétiques, elles sont prises par au niveau du dirigeant. Bien sûr, et même du dirigeant du groupe. Puisque c'était le choix de Martin Bouygues, que l'ensemble des métiers baissent les émissions de gaz à effet de serre de 30 à 50% en fonction des catégories. Et ça a vraiment infusé du haut vers le bas et ça a été absolument déterminant. De la même manière, quand on choisit une association, on a vraiment on se sent très transparent quand on choisit. Donc je pense que l'authenticité, c'est la clé. Après, les moyens, peu importe, mais il faut qu'on soit authentique parce que les clients et les collaborateurs perçoivent très très vite le greenwashing ou le social washing et ne nous le pardonnent pas. Et j'allais dire encore moins que nos clients quelque part. Mais c'est très bien qu'ils ne le pardonnent pas. Et c'est parfait, absolument, parce que c'est ça qui permet d'avancer. Tout à fait. Écoute, merci pour toutes ces réponses. On va passer à la deuxième séquence qui s'appelle du tac au tac. Donc, il faut choisir entre deux choses. Et il est interdit de répondre les deux, évidemment. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche? Alors, douche par nécessité, mais ça me prive d'écouter le Masque et la Plume dans mon bain, donc ça m'attriste beaucoup. Est-ce que tu es plutôt côte de bœuf ou tofu? Alors, je crains d'être côte de bœuf, mais je privilégie les circuits courts. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Plage ou piscine? Alors, je déteste les piscines. Avion ou train? Malheureusement, ma ville natale étant séparée du continent par un bras de mer, je prends un peu trop l'avion, mais je n'ai pas de voiture, ça compense. Est-ce que tu es plutôt arrondi en caisse ou pourboire? J'aime bien le pourboire parce qu'il garde un lien fort finalement avec les personnes, mais en même temps il a un caractère un peu descendant qui me plaît pas beaucoup. Donc je dirais impôt en réalité. Je trouve que c'est la meilleure manière d'exercer sa solidarité. Est-ce que tu es plutôt gourde ou bouteille d'eau? Ni l'un ni l'autre parce que les gourdes je les perds et les bouteilles d'eau j'évite de les acheter. Donc. Est-ce que tu es plutôt réunion en présentiel ou en distanciel? Les deux, mon capitaine. Il y a des réunions qu'on peut sans doute pas faire en distanciel, mais d'une manière générale, on peut très bien travailler à distance. Livre ou liseuse? Livre. J'ai épousé une conservateur de bibliothèque, donc les livres sont obligatoires. Journaux papier ou tablette? Alors, journal papier, je suis un boomer. Je suis absolument incapable de lire un journal sur une tablette. Je ne sais le lire qu'avec sa maquette. Voilà. Je comprends. Merci beaucoup Anthony pour ces réponses du tac au tac en toute transparence. On va passer à notre troisième séquence qui s'intitule « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la mesure concrète, l'outil ou le dispositif concret pris dans le cadre de la politique RSE du groupe Bouygues Télécom qui a changé la donne pour ton groupe? Quelle est la mesure que tu recommanderais à tes homologues? Est-ce que tu peux nous dire aussi concrètement comment elle a été mise en place pour que les entreprises qui nous écoutent
puisse en faire autant, hein. L'idée, c'est vraiment, pour cette séquence, un échange de bonnes pratiques, quelque chose qui puisse être mis en place par les autres. Je vais peut-être revenir à ce que je disais au début. La bonne mesure chez nous, c'est ce choix du dirigeant du groupe de baisser l'empreinte carbone de l'ensemble des métiers du groupe Bouygues de 50% pour les émissions directes et de 30% pour les émissions indirectes. Ça peut paraître complètement paradoxal parce que ça a été imposé avant même qu'on sache que c'était possible au fond. Et même ça nous a semblé, quand ça nous a été imposé, on peut le dire comme ça, extraordinairement ambitieux et sans doute même hors de propos. Mais c'est parce qu'on a eu ce point de fuite, alors c'est pour 2030, hein, je précise, c'est sur la période 2020-2030, on a déjà commencé à travailler. Mais nous fixer un horizon temporel assez confortable, mais un objectif très ambitieux, ça a permis à toute l'entreprise de se mettre en ordre de marche. C'était suffisamment loin pour pouvoir anticiper des choses avec nos partenaires, par exemple, des choses qu'on ne fait pas tout de suite et simplement, mais c'était suffisamment ambitieux pour que l'urgence soit déjà là et qu'on se mette à travailler à partir de 2020. Évidemment, c'était préparé par le fait qu'on avait déjà un bilan carbone, donc on savait de quoi on parlait. Mais je crois que cette décision politique forte du groupe a été vraiment l'élément déclencheur. Et donc le fait que ce soit porté au plus haut niveau, hein, on en revient là, mais absolument, est essentiel. Merci beaucoup. Ce podcast touche à sa fin. Anthony, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin en 1 minute. Tu nous dis ce que tu as envie de nous dire. Non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis très fier de voir les entreprises se tourner vers la RSE de manière beaucoup plus massive que ce qu'elles faisaient avant. Moi, j'ai vécu une période où la RSE était une affaire de spécialistes ou quelque chose d'un peu cosmétique ou quelque chose qu'on faisait toujours à côté du monde des affaires pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aux dirigeants parfois. Je vois avec beaucoup d'intérêt et de plaisir remonter ces sujets dans la gouvernance et dans la stratégie des entreprises. Ouais, ça irrigue l'ensemble des directions. Ça irrigue l'ensemble des directions. Aujourd'hui, nous, dans notre plan stratégique, le fameux plan stratégique qu'on présente aux actionnaires, à la communauté financière, les aspects RSE sont intégrés. Donc, cette manière de voir remonter ces sujets est extrêmement importante. Et puis, encore une fois, rappeler l'importance de nos collaborateurs. Moi, en tant que président de fondation, on ne m'a jamais donné d'objectif de mieux faire connaître l'entreprise. Ça, c'est le travail plutôt de mes collègues du marketing. En revanche, l'objectif que je me suis donné, c'est de renforcer la fierté d'appartenance. Et la RSE, ça sert aussi à ça. Et tu as réussi ? Tu réussis au quotidien ? On a des taux, quand on demande aux collaborateurs s'ils sont fiers de travailler chez Bouygues Telecom, ils répondent qu'ils sont très fiers. On a des taux records. Et parmi les motifs de fierté, ils évoquent assez souvent la fondation et ses actions. Donc oui, c'est vraiment un motif de fierté pour nous. Très bien. Écoute, un grand merci pour tes conseils, pour ta vision. Un grand merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Maud Bailly, qui viendra nous parler de la politique RSE. D'accord. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.